Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisens, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisens. 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 Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Antoine, grand gaillard rugbyman à ses heures perdues et surtout entrepreneur depuis 7 ans. Après un parcours de 15 années en grande distribution, Antoine décide de se lancer dans l'entrepreneuriat après un ultimatum lancé par son épouse et surtout pour être enfin aligné avec ses valeurs. Les valeurs qu'il partage aujourd'hui sont celles du rugby, convivialité, humilité et fraternité au service des ressources humaines. Dirigeant d'un cabinet de conseil RH, il développe depuis quelque temps une start-up permettant un meilleur positionnement des candidats en entreprise. Je vous laisse découvrir son histoire, ses ambitions et ce qui l'anime au quotidien. Très belle écoute. Oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà, normalement, si ça commence à enregistrer, c'est bon. Voilà, je ferai le montage après. Il n'y aura pas de questions pièges, ok? Ça roule. Oh, bah, moi, je suis prêt à tout, même au pire. Non, t'inquiète, je ne me permettrai pas. Bon, bonjour Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marie-Astrid, merci à toi. Je t'en prie. Alors, comment tu te sens ce matin? Raconte-nous. Eh bien, écoute, plutôt pas mal. On est vendredi, donc bon, un long week-end pluvieux, mais sinon, tout va bien. Oui, alors tu te situes dans quelle région, toi, de France? Rappelle-nous. Place, Ah oui, microclimat, c'est pas trop. pas la peine de rire. Hein. Non, mais je suis en Vendée, il pleut aussi ce matin. Bon, alors, avant de commencer, généralement, ce que je demande à mes invités, c'est de se présenter et de la manière dont ils le souhaitent. Très bien. Écoute, moi, c'est Antoine, j'ai 46 ans. Je suis marié, papa de 2 beaux enfants et entrepreneur depuis maintenant 7 ans. D'accord. Auparavant, j'étais dans la grande distribution, j'étais directeur d'hypermarché dans un univers et un monde assez impitoyable humainement parlant. Et voilà, j'en ai un petit peu souffert. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de faire comme je voulais. Voilà, depuis maintenant 7 ans. J'ai un cabinet de conseil RH, de recrutement et aussi à côté, une petite start-up dans laquelle on développe des outils d'innovation pour les ressources humaines, justement, pour aider les RH à mieux recruter. Ah, grande question actuelle en plus. Hein. Alors, on va rebobiner un petit peu la bobine, si tu le veux bien, et justement parler de cette, j'allais dire, cette profession précédente qui était directeur d'hypermarché, c'est ça? Et de nous raconter un petit peu ce que tu as envie de nous raconter sur ce poste, enfin voilà, sur cette dimension-là, et ce qui t'a fait basculer et changer de voie pour trouver plus de sens dans ta vie professionnelle. Ah bah écoute, c'est pas compliqué. Le métier la grande distribution en général est un métier là qui est en pleine mutation aujourd'hui, mais quand moi j'ai commencé, c'était un univers déjà très masculin. Et puis ça commence très très tôt le matin, ça finit plutôt tard le soir. Et c'est le genre d'environnement dans lequel on est mal vu quand on part à 17h, alors qu'on est là depuis 4 ou 5 heures du matin. Bon, bref. Mais oui, le but, c'était de faire des heures, beaucoup de présence. D'accord. Je n'ai pas forcément non plus toujours très productive. Et puis surtout de l'imposer aux autres, quoi, et d'imposer ces codes qui sont complexes. Ah, je ne savais pas du tout que c'était du présentéisme. Alors, je sais que le milieu de la grande distribution est assez dur parce que moi, ça a été mes premières classes aussi en tant que responsable chef de secteur. Oui, ben voilà. On commence généralement par là. Ça a été, en tant que femme, tu l'as très justement dit, très, comment on peut dire ça comme ça, très challengeant. Oui. Et oui, c'était très compliqué. Par contre, une fois qu'on passe par la grande distribution, ça ouvre beaucoup de portes ensuite parce qu'on se dit que cette personne-là peut tout supporter, et notamment la pression. Et donc, est-ce que toi, tu l'as vécu vu que tu étais de l'autre côté de la barrière? Comment toi, du coup, on t'a imposé ce style, entre guillemets, par rapport à l'enseigne, j'imagine que tu représentais, et ce style de management, et toi, tu l'as imposé à ton tour, c'est ça?
Pas forcément. Non, non. J'ai pas non plus vécu les pires années de ma vie pendant 15 ans. J'y suis resté 15 ans à la grande D'accord. distillerie, et voilà, c'est pas un hasard non plus. J'ai beaucoup appris. C'est vrai que c'est un milieu très formateur. Ça m'a appris la gestion, la vraie gestion, on va dire. J'ai eu la chance alors sur ces 15 années, pendant 12 ans, d'avoir des responsables qui étaient plutôt donc soit directeurs, soit présidents directeurs généraux dans les enseignes indépendantes, qui étaient plutôt bien orientés humainement parlant. Cool. Voilà. On va dire normalement orientés. Par contre, effectivement, les 3 dernières années ont été hyper compliquées parce que je me suis retrouvé avec des gens un peu toxiques. Et dans le monde de la distribution indépendante, évidemment, quand le big boss est toxique, c'est compliqué pour le directeur opérationnel. Voilà. Donc, c'est surtout quelque chose que je voulais pas retranscrire justement à mes équipes. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis parti et qu'on s'est mis d'accord. D'accord. Voilà. On me demandait de faire des choses avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord. Voilà. Donc, j'ai pris mes responsabilités. Et à quel moment, justement, tu as pivoté? Donc, c'est à ce moment-là, je pense, donc les 3 dernières années, ça a commencé à te travailler. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs parallèles, par exemple ta vie privée ou des choses qui sont arrivées qui t'ont dit, OK, c'est maintenant, en fait? Ce qui m'a fait pivoter, parce qu'au départ, je m'accrochais clairement à mon poste, parce que j'avais une rémunération plutôt intéressante, une voiture, etc., des avantages qui étaient incontestables. Et surtout, je me disais que ça reposait beaucoup sur moi au niveau perso, hein, donc le prêt de la maison, etc. Voilà, hein, tout ce qu'on engage dans une vie. Et en fait, ce qui m'a fait pivoter, c'est clairement mon épouse qui m'a mis, on appelle vulgairement un gros taquet un soir, en me voyant rentrer, en me morfondant, etc. Elle m'a dit, écoute, moi, je vais pas te faire un dessin comme tes enfants à qui tu manques tous les jours. Mes enfants me faisaient des dessins tous les jours. D'accord. Je les voyais pas. Et du coup, ben voilà, elle m'a bousculé à ce niveau-là. Et le lendemain matin, j'ai posé ma démission. En fait, elle t'a dit, en gros, c'est ton boulot, soit nous, quoi. Exactement. D'accord. L'électrochoc qui te manquait, quoi. Exactement. Okay. Alors, est-ce que tu avais commencé déjà à potentiellement rêver d'une autre carrière, d'un autre projet? Est-ce que tu avais mis des choses en place ou pas du tout? Tu t'es retrouvé ce matin-là à déposer ta dème et tu te dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, j'avais commencé à y réfléchir, effectivement, mais comme tout le monde, je pense, hein, quand on n'est pas forcément bien dans un environnement de travail, on commence aussi à se poser des questions. Moi, je savais ce que je voulais plus. D'accord. Je savais pas forcément ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais plus. Et je voulais plus forcément dépendre de quelqu'un avec qui je n'étais pas d'accord, en adéquation avec sa vision ou ses conceptions. Et en fait, l'idée de devenir indépendant est venue assez naturellement comme ça, justement. D'accord. Et alors, quelles ont été les étapes depuis ces premières années, depuis donc 7 ans? D'abord, le cabinet de conseil. Oui. Et donc, tu as suivi des formations. Comment tu t'es, entre guillemets, reconverti? Non, en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé mon réseau en grande distribution. J'ai commencé à accompagner des magasins dans le recrutement pour les cadres, managers de département, de rayon, directeurs, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai retrouvé des gens avec qui j'avais bossé tout au long de ma carrière, qui avaient fait des reconversions eux de leur côté. Donc un qui avait une petite start-up à Strasbourg, incubé dans un incubateur qui s'appelle le CEMIA. Et donc, j'ai commencé à l'accompagner, lui, pour la structuration de ses premiers recrutements, de ses process RH, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai accompagné de plus en plus de petites boîtes innovantes. Trop bien. Super passionnant, j'adore, parce que j'ai rencontré des vrais entrepreneurs, des gens qui prennent des risques tous les jours, qui ont des idées super innovantes et qui les défendent et qui se bagarrent pour elles. Sans avoir aucune conviction, ou pas conviction, mais aucune, comment dire, enfin, ils savent pas si ça va fonctionner ou pas, mais dans tous les cas, ils mettent toute leur âme et tout leur cœur là-dedans. Donc moi, j'ai adoré les accompagner. Je continue toujours, mais ouais, voilà, ça a été un petit peu l'évolution. Et puis ensuite, il y a le Covid qui est arrivé. Oui. Où là, évidemment, tout était un peu gelé et tout. Je ne vais pas faire ma pleureuse parce qu'on était beaucoup dans ce cas-là. Et c'est là que j'ai créé justement, moi, ma petite start-up sur la base d'un constat qui était de dire tous les gens que je positionne chez mes clients, ils ne sont pas tous en adéquation avec l'environnement de leurs clients, enfin de mes clients, de leurs patrons, malgré ce que je leur avais vendu au départ. Ah, ok, intéressant. Quelque chose d'une expérience, on va dire,
qu'on me retranscrivait, que mon client me retranscrivait en me disant, voilà, moi je veux un profil comme ci, comme ça, voilà comment je fonctionne, voilà ma vision, voilà ci, voilà ça. Et puis au final, je me rendais compte qu'on était complètement à côté de la plaque. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à mesurer les environnements d'entreprise pour positionner à l'intérieur des entreprises des gens qui sont épanouis. Voilà. Ah, c'est un sacré challenge, ça. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est une question de compatibilité. C'est un algorithme, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une fiche de mission, une fiche de poste, en général, on ne va pas divulguer le secret de ta startup, mais tu as une demande, un souhait de l'employeur, on va dire. Tu as des profils de candidats et le but, c'est de matcher. C'est ça. Mais on va plus loin que ça. Parce que ça, D'accord. c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le matching qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a une fiche de poste avec des compétences attendues, du savoir-être et de savoir-faire. On va aller mesurer tout ça chez le talent, chez le candidat, et puis on va faire matching. C'est là qu'on se rend compte que ça marche pas forcément à tous les coups. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est les mesurer au même titre qu'on mesure le talent, le candidat dans ses compétences. On va les mesurer l'entreprise dans son environnement humain, son environnement technique, matériel, immobilier, etc., des valeurs de culture et autres. Et effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir modéliser cet environnement et y positionner des gens qui vont y être positivement épanouis. Mais c'est super intéressant parce que, en fait, souvent, les directeurs ou les responsables de recrutement, etc., ont une image complètement erronée des besoins de l'entreprise ou des valeurs de l'entreprise dans laquelle ils travaillent parce que ça a évolué, parce que c'est changeant. Il y a des gens qui sont réfractaires au changement et qui veulent, des anciens managers qui veulent que ça marche d'une certaine manière qui n'est pas la plus concluante, qui n'est pas la plus concluante. Et là, c'est bien de mettre aussi face à leurs responsabilités avant le recrutement, aussi en gain de temps et d'argent. Bien sûr. Et en fait, c'est ça, c'est une sorte d'audit et donc de modélisation. Et tu leur présentes et après, tu te dis, voilà, vos besoins seraient. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace toute la partie où on va analyser les CV, D'accord. les CV qu'on reçoit. C'est très arbitraire aujourd'hui. Quand on lit un CV, on le lit très vite en diagonale et on peut passer à côté de talents Complètement. connus et complètement passé à côté. Donc, nous, on remplace ce niveau-là. On ne remplace pas l'humain. C'est super important. En fait, on accompagne et on est une assistance au recrutement. Donc, on va dire, tiens, tu as reçu 10 CV, sur les 10, il faut que tu vois ces deux-là, ou celui-là, ou aucun. Ah, super. Voilà. Et est-ce que ça aide aussi de l'autre côté le candidat à peut-être mettre en valeur et en exergue des qualités qu'il n'aurait peut-être pas mis parce qu'il se dit ça ne va pas rentrer dans la fiche recherche, etc. Le but est là aussi. Il y a tout un tas de jobs où on n'a pas forcément besoin d'avoir des hard skills, donc vraiment des savoir-faire, puisqu'on peut être formé directement pendant l'intégration ou par l'entreprise. Et du coup, c'est là que ça prend tout son sens, c'est de dire, moi, je t'intègre quelqu'un où je sais qu'il va être bien chez toi. C'est un peu le on est bien ici du recrutement, quoi, hein, mais c'est vraiment ça. Et donc, il va être bien chez toi et du coup, il va avoir tendance déjà à rester plus longtemps. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, parce que générationnellement parlant, il y a quand même une problématique de fidélisation des talents aujourd'hui dans les entreprises, ça leur coûte très très cher. Donc celui-là va rester plus longtemps qu'un autre, et puis il aura une tendance à se former plus vite, à apprendre plus de choses, parce qu'il va se sentir bien justement avec ses collègues et dans ton environnement. Oui, parce qu'en fait, souvent, et c'est le gros drame, c'est en train de changer, donc heureusement, mais donc je mesure aussi mes paroles, mais le gros drame aujourd'hui, c'est qu'on va chercher des compétences, comme tu disais, de hard skills, sans prendre en compte, alors ça commence, mais le savoir-être avant tout, et les compétences humaines de la personne, et le matching dans l'équipe et au niveau des valeurs de l'entreprise. Donc, la personne, elle peut être le plus compétente possible, expert de son métier. Par contre, elle peut être complètement asociale, Oui, bien sûr. ne peut pas nourrir le projet commun, la synergie d'entreprise, etc. Et c'est comme ça que les gens partent. Il y a un moment donné où il y a une dissonance entre les attentes de départ et l'évolution après du poste ou de la mission, quoi. Complètement. Ce qu'on est en train de parvenir à réaliser, c'est de mesurer les collectifs. Aujourd'hui, on peut faire matcher deux personnes l'une avec l'autre. Il y a des sites de rencontres qui le font. Mais C'est nous, bien d'utiliser ce genre d'algorithme, du coup, c'est chouette, ouais. on cherche vraiment à mesurer un collectif.
et à faire en sorte que la somme des individualités de ce collectif soit inférieure au collectif lui-même, en fait. Mmh. Le Ouais, collectif est plus grand, donc les gens se tirent vers le haut. On travaille avec des labos de recherche, on a des chercheurs en psychométrie, en psychosociaux, en intelligence artificielle évidemment, qui bossent avec nous et oui, on est en phase de sortir notre outil. oui, donc du coup, tu me disais en off que vous êtes en levée de fonds là. Oui, Ok. Donc, tu me donneras les infos et comme ça, si les gens sont intéressés déjà pour suivre le projet bien sûr, avec plaisir. et puis pourquoi pas participer. On ne sait jamais dans nos réseaux respectifs. Pourquoi pas? Et Avec alors, plaisir. et alors, du coup, Antoine, quand tu as pivoté, est-ce que tu t'es senti soutenu? Ah, soutenu. Alors, bien sûr, ouais. Je cherche toujours le soutien. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin des autres pour avancer. Donc, j'ai été soutenu déjà par ma famille. C'est Ça, hyper important ça. je crois que c'est vraiment la première des choses. Mais l'ensemble de mes proches, hein, vraiment, ça a été super cool. Mhm. Parce que c'est pas si évident, hein, évidemment. Oui, c'est pour ça. Ouais, mais c'est pour ça que je te demande sur ça, parce que souvent, les gens vont me dire, mais tu quittes une situation, un confort matériel et financier, un vrai travail, C'est vrai, tu as raison. tu vois. Non, mais j'ai été vraiment soutenu. Et puis on a la chance aussi, très honnêtement, d'être en France. Parce que alors, quand on parle d'entrepreneuriat, innovation, etc., il y a quand même énormément de dispositifs qui soutiennent le monde de l'innovation. Et ça, il faut le souligner parce que c'est pas le cas dans tous les autres pays d'Europe. Et franchement, alors on est toujours à pleurer, etc. Mais moi, je remercie tous les soutiens que j'ai pu avoir et que j'aurai encore, j'espère. Mais ouais, je suis vraiment content de ça, quoi. Oui, parce que c'est des aides de la région, du département, etc. National, la Banque publique d'investissement, toutes ces structures publiques qui accompagnent les innovants, le monde de l'innovation. Euh, D'accord. Et ouais, c'est vraiment cool. Bon, après, évidemment, c'est pas aussi simple. Il faut montrer patte blanche, il faut un projet qui tient la route, une équipe qui tient la route, etc. Mais le soutien est là et c'est vraiment super, super enrichissant. Génial. Ouais, tout à fait. Et est-ce que toi, tu as été confronté ou tu es confronté actuellement à des peurs, à des freins qui t'empêchent parfois, un peu comme de l'auto-sabotage, j'allais dire, sans prémâcher ta pensée ou ce que tu as pu ressentir, mais est-ce que tu as pu traverser ce genre, j'allais dire, de contraintes, de limites? Oui, bien sûr. Il y a plein de nuits où on ne dort pas. J'ai surtout des craintes au niveau financier, évidemment, puisque c'est la base de tout, hein. Sans les finances, on peut avoir les meilleures idées du monde et à un moment, ben, ça s'arrête. Mm. Donc oui, cet aspect-là me fait peur. J'ai eu aussi à prendre des décisions pas forcément évidentes. On était une équipe beaucoup plus importante il y a 5 mois qu'aujourd'hui. D'accord. Mais bon, voilà, l'évolution du projet, on prend un petit peu de retard sur la sortie de nos outils par rapport à notre prévision. Et donc, ça nous impose de prendre des décisions parfois pas forcément cool avec les équipes, même si on est une start-up, que c'est fun, qu'on joue au baby-foot, qu'on a des pulls à capuche et qu'on se marre beaucoup la journée. Mais voilà, il y a des Mais moments. heureusement. Le quotidien nous rattrape et le quotidien d'un chef d'entreprise nous rattrape. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner ce qui t'aident à continuer quand même malgré toutes ces peurs, tous ces freins, tous ces downs de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu aurais 3 conseils à nous donner, par exemple? Euh, pour moi, alors ouais, c'est compliqué comme question comme ça là, sans être préparé. Non, mais toi, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour continuer à garder la foi, quoi? Ben moi, je crois en mon projet, ça c'est la base. Ouais, tu vois? Euh, je crois aussi en l'humain, donc au fait justement que on fait tout pour que notre collectif à nous soit supérieur à la somme de nos individualités. D'accord. Ce qui me tient beaucoup, c'est l'ambiance. Mmh. Donc, j'ai besoin qu'on reste dans une ambiance conviviale, fraternelle, d'humilité, de fraternité aussi. Alors, ça fait un peu des grands mots, mais je joue au rugby. D'accord. En fait, moi, toute ma vie, c'est orienté autour des valeurs du rugby. Donc, de cohésion, on est dans la difficulté, on Mais souffre ensemble. ensemble. Mmh. Voilà, si ça va pas, tu as toujours un copain derrière au rugby qui est là pour t'aider, pour prendre le ballon, pour pousser avec toi.
Voilà, moi, c'est vraiment ça qui me tient. C'est important d'entretenir justement l'écosystème autour de soi, l'écosystème humain pour se sentir épaulé et poussé. Hop, je prends des notes. Et j'ai fait le rugby il y a 2 mois. Ah oui? Et du coup, j'ai mal partout. Ah mince, bah pourquoi? Parce que ça fait mal. C'est les copains, c'est rigolo, mais Il tape dur. oui, ils ne se sont pas arrêtés, eux. Et toi, enfin, c'est une question là qui me vient spontanément, mais qu'est-ce que tu regretterais du salariat? Parce que souvent, quand j'ai vu là au gré des interviewés, etc., les gens, ils sont là, waouh, ouais, je voulais devenir entrepreneur, être libre, et nanani. Souvent, on a une image hyper positive et hyper attrayante de l'entrepreneuriat, notamment l'aspect liberté. Toi, est-ce qu'il y a des choses du salariat, à contrario, qui te manquent aujourd'hui? Ce qui me manque aujourd'hui du salariat, il n'y a qu'une seule chose, c'est le fait de ne pas me réveiller la fin. Quand j'étais salarié, je ne me réveillais pas la nuit pour me dire putain, comment je vais faire pour me verser mon salaire. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout. Mais sinon, rien ne me manque. Je referai la même chose. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, même si mon projet devait tomber à l'eau, même si je devais tomber, voilà, aller au tas, comme on dit, je me relèverai et je referai quelque chose. Voilà, je recréerai quelque chose tout seul. Trop bien. Et justement, tu as découvert des qualités, des nouvelles choses sur toi en partant dans l'entrepreneuriat? Ben, je suis quelqu'un de fondamentalement gentil et empathique. Et donc, je m'adapte beaucoup aux gens autour de moi. Donc, ce que je faisais quand j'étais salarié, c'est que je me suradaptais à ce qu'on me demandait de faire ou à ce que j'étais tenu de faire par rapport à la politique ou à la stratégie de l'entreprise. Et je me rends compte qu'en fait, ça me rendait malade. Mmh. Donc aujourd'hui, ben voilà, je fais mes choix et je suis plus malade. Mais tu sais que moi, c'est pareil, hein. Je me rends compte que pour moi, tu vois, la notion de justice est extrêmement importante, d'être juste, Oui, d'être vrai et de dire les choses. Comme ça, au moins, tu sais sur quoi tu pars aussi. Et c'est ça. chacun des interlocuteurs le sait aussi, les bases sont saines. Et effectivement, dans certains postes, tu es obligé de filouter. Alors, filouter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu penses à tes propres intérêts avant ceux des autres. Et finalement, tu ne construis pas de lien. Tu ne tisses pas le lien de long terme, voilà, de confiance, etc. Et moi, c'était là où j'étais en dissonance, tu vois, par exemple. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et quand en fait, je pense que c'est ça aussi qui marque le changement de nombreuses personnes, c'est quand tu es en dissonance avec tes valeurs, quel que soit l'élément déclencheur, et bien souvent, c'est un élément déclencheur familial ou personnel, et bien, en fait, tu te rends compte qu'en fait, jusqu'alors, tu ne te rendais pas compte que tu étais dans un système, rentabilité, efficacité, présentéisme, etc. Et que, un jour, tu ouvres les yeux parce qu'il y a quelque chose de plus important, notamment, ça peut être la santé, bien évidemment, ça peut être un événement familial, des enfants ou pas. Et c'est là où tu ouvres les yeux, comme si on t'enlevait cette paire de lunettes qui C'est était assez vrai. limitée, quoi. Non, mais c'est super vrai. Et après, je peux entendre aussi et je peux comprendre un entrepreneur qui dit, bah non, moi, je regrette le salariat parce que c'est trop dur, parce que Ouais, tout à fait. c'est compliqué. Moi, on est dans une pépinière d'entreprise, on est aussi incubé dans un incubateur de start-up. Et en fait, mon quotidien, c'est de côtoyer des entrepreneurs qui en sont au début de leur parcours, en fait, à la création, au moment où c'est le plus dur, au moment où on cherche des clients, on commence à faire nos premiers chiffres d'affaires, mais ça suffit pas. Mm. On trouve du cash pour essayer d'augmenter encore plus vite, mais bon. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui ont des fractures au moral, comme on dit, Bien sûr. et ça s'entend et ça se comprend. Hein. Enfin, Oui, puis il y en a qui repartent sur du salariat pour une durée aussi de souffler un peu aussi, et c'est OK, quoi. et ça se comprend complètement. Enfin, je veux dire, si on l'a jamais fait, on peut pas comprendre, on peut pas savoir. Oui, mais justement, tu vois, moi, j'ai été confrontée à des RH dans différentes postures, enfin, dans différents cas de figure. Et en fait, en France, parce que tu soulignais le fait qu'on soit chanceux en France, et ça, je te rejoins, OK. Mais d'un point de vue aide financière, soutien. Mais d'un point de vue compréhension de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat, ça reste encore très compliqué. Et bien souvent, un entrepreneur ou une entrepreneuse peut faire peur dans un système de process salarial et en disant, pourquoi vous revenez et vous voulez redevenir salarié? Parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que vous allez… pour une femme, généralement, on va te dire, tu veux un enfant et donc, du coup, en gros, tu veux me faire à l'envers, quoi.
Sauf qu'aujourd'hui, un cher ami recruteur et recruteuse, il y a des aides, on a un chômage et un congé mat en étant entrepreneur. Et donc, du coup, tu vois, et en fait, il y a une méfiance quand même face à l'entrepreneur quand tu veux justement juste pouvoir souffler, reprendre une mission, un CDD, un CDI, peu importe. Bien Il y a sûr. toujours cette méfiance de dire, bah, vous avez été trop libre, entre guillemets. Parce qu'on me l'a dit, hein, donc c'est pas de la, je ne vais pas faire de l'autosuffisance, etc. Mais vous avez été trop libre. Pourquoi vous voulez revenir dans un process comme si on ne pouvait pas être libre dans le salariat? Mais ça, tu touches du doigt le process de recrutement en France. C'est une vraie problématique à la base. On laisse jamais les chances aux gens. On se base que sur des a priori qu'on a sur un CV. Moi, j'ai déjà vu des gens prendre des CV que je leur proposais en mode recrutement traditionnel. Tiens, voilà les candidats que j'ai vus pour toi. Sous-entendu, j'ai pris du temps, je me suis rendu attentif à eux, etc. Je remplis les critères que tu m'as demandé, un peu comme un agent immobilier. Sauf que la personne en face de moi m'a dit, ah non, non, attends, c'est une fille, elle a 28 ans, elle va tomber enceinte dans 2 ans, j'en veux pas. C'est scandaleux. Hein. Ouais. Il a 24 ans, il est trop jeune, il va se faire bouffer. Mais c'est exactement ça. On est derrière des stéréotypes. Et ce stéréotype dont tu parles de l'entrepreneur trop libre, qui va être un électron libre et qui va donc être un problème pour l'entreprise, c'est une évidence. Et Tu c'est ne bien. pourras pas mater, en fait. C'est vraiment ça. Il y avait ça derrière. Tu vois, dire comment je vais pouvoir te modeler à l'image de mon management ou de l'entreprise si tu as été entrepreneur. Mais en fait, on ne cherche pas à te modeler. On cherche à aussi, nous, on est aussi de la ressource pour l'entreprise parce qu'on a un œil extérieur, on a des qualités et des compétences qu'on a acquises par ailleurs, soit dans le monde professionnel, soit personnel, notamment les sports co, etc., qui peuvent tellement nourrir l'entreprise et avoir une autre approche. Mais après, c'est peut-être mes expériences, c'est peut-être que mon prisme, il n'est pas juste, tu vois. Mais j'ai toujours été confrontée à ça. Oui, c'est vrai. Tu vois, raison. J'en suis convaincu aussi. Et c'est bien dommage. bah, écoute, avec ta start-up, on espère que ça va changer un petit peu de toute façon. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au petit Antoine? Au petit Antoine de croire plus en lui, Ok. d'avoir confiance en lui parce que je souffre beaucoup de manque de confiance en moi. Il y a aussi un truc dans ce monde de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui, à mon sens, peuvent être parfois un peu faux, entre guillemets, dans la relation parce que on fait du réseautage, parce qu'on a besoin d'un tel ou d'une telle pour évoluer, pour grandir. Et ça, c'est quelque chose que moi, je suis absolument incapable de faire. Et donc, j'ai un manque de confiance cruel en moi à ce niveau-là. Donc, ce que je pourrais dire au petit Antoine, c'est voilà, crois en toi et puis vas-y, fonce, va tout droit, quoi. Il n'y a pas de limite. Et justement, c'est une question très personnelle que je vais te poser. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu penses que la confiance en soi peut s'acquérir, bien évidemment, en évoluant, ou alors aussi, elle peut être induite par des conditionnements familiaux, etc. Est-ce que ça t'aurait aidé si, dès le départ, on t'avait dit tu es libre de tout faire et d'être qui tu veux? Je sais pas si ça m'aurait aidé. En tout cas, on m'a jamais dit il faut que tu sois comme ci ou comme ça. On m'a élevé évidemment dans des valeurs, dans des traditions quelque part, mais on m'a jamais dit il faut que tu sois comme ci ou comme ça. D'accord. Moi, j'ai une grande sœur qui a fait médecine, voilà, brillante, etc. J'ai une petite sœur qui a aussi fait médecine, qui a bac+5, etc. Enfin, qui a arrêté médecine, mais qui a fait après d'autres choses. Moi, au milieu, j'étais plutôt poursuivi par les études, quoi. Et on m'a jamais demandé d'être médecin, dentiste, chirurgien, parce que c'était ce que papa, maman voulaient. Ils voulaient juste que je fasse un truc qui me plaise. Ah, génial, ok. Et donc là-dessus, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai été élevé dans ces conditions-là. Ah, complètement. Ouais, complètement. Donc non, je peux pas dire l'inverse. Et qu'est-ce qui t'aiderait aujourd'hui, justement, à nourrir cette confiance et cette estime? Que ça fonctionne? En fait, moi, ouais, c'est ça, la reconnaissance, le fait que ça carbure, qu'on dise, ah bah ouais, finalement, c'était chouette comme idée, quoi, et ça fonctionne bien. Et est-ce que. On arrive à retirer un peu le ventre des gens qui vont bosser le matin. Ça serait génial, tu vois. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est ça, ta big picture, en fait, c'est d'aller plus loin. C'est vraiment l'aide à la personne et de dire, enfin, l'aide à la personne, je grossis, c'est aussi un métier, mais c'est vraiment de dire, OK, je fais ma part pour la société, pour le collectif. J'ai servi à quelque chose, en fait. Exactement.
Ok, j'entends. Mais c'est chouette. Ouais, ça serait chouette. Ouais, tu sais, je suis sûre que si tu regardes dans le rétro, de toute façon, tu as déjà réussi, en fait. Peut-être, je Tu sais vois, pas. le curseur de la réussite, on le met aussi où on veut. Est-ce que c'est une réussite financière parce que tu vas avoir des gains et tu vas pouvoir te rémunérer, par exemple? Ou est-ce que la réussite, c'est déjà avoir eu le courage de s'être lancé et d'avoir créé de toutes pièces quelque chose? Alors oui, on n'est qu'au début ou au milieu ou aux prémices de quelque chose, mais c'est peut-être ça aussi la réussite pour quelqu'un d'autre, tu vois? C'est pas faux. Ah, Le plus plaisir aujourd'hui, j'ai eu pas mal j'ai rencontré beaucoup de monde depuis ces années d'entrepreneuriat, dans des accompagnements, des coachings, des échanges professionnels, etc. Et c'est d'avoir une reconnaissance de ces gens-là aussi, des nouvelles, de dire, bah, tiens, Antoine, tu te souviens, on avait discuté ensemble, de me rendre compte que parfois aussi, ce que je peux dire ou donner comme conseil va être suivi et va fonctionner et va permettre à quelqu'un de s'épanouir et d'être heureux. Alors ça me botte, mais d'une force. et tu sais, Bon, on ne le sait pas toujours, hein. On ne le sait pas toujours parce que c'est pas forcément dit. Mais je te donne un exemple très concret et les gens ne savent pas, mais on se connaît depuis 2 ans. oui, Dans des circonstances différentes. La preuve, c'est qu'on s'est recontacté et que j'ai pensé tout de suite à toi pour le podcast. Donc, c'est une façon détournée de te rendre aussi, entre guillemets, la monnaie de ta pièce quand tu m'as motivé quand j'étais en formation et quand tu as été là pour moi. ouais, non, mais c'est cool, voilà, tu vois, ça c'est pour ça que je fais ça en fait. Tu vois, il y a ça. Et en fait, c'est une façon, alors, c'est pas dit textuellement, etc. Mais c'est aussi de me dire, je veux que tu fasses partie du projet de Artisans. Je veux que tu transmettes ce que tu m'as transmis aussi toute seule. Et là, au plus grand nombre, je le souhaite. Tu vois? Écoute, voilà. Je t'ai piégé. Hein. Enfin, Ouais, merci. et alors, dernière question, est-ce que tu aurais une ou plusieurs Madeleines de Proust à nous partager? Quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te réconforte dans ton quotidien quand ça va pas? Alors moi, le problème, c'est que c'est très saisonnier. Ok, non, c'est bien, ok. Je partage, enfin mon papa m'a appris quand j'avais 12 ans à pêcher à la mouche. Mhm. À pêcher à la mouche en rivière, voilà, dans des endroits magnifiques. Et ça, c'est mon truc pour me vider la tête et aller mieux. Je pars avec lui 3-4 jours, on va dans des endroits féeriques, majestueux, dans les Alpes, et on pêche à la mouche tous les deux, entre père et fils. Et Génial. vraiment le truc, voilà, c'est mon petit jardin secret. Ah, Et je suis c'est génial. fils aussi, donc on part maintenant, tous les trois. Non, génial, ok. Non, mais ça, c'est génial comme valeur familiale et comme moment. Ça, c'est un truc qui va te ressourcer pour la suite après. Complètement. Maintenant, Est-ce c'est une évidence. Bah, super. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, Antoine. J'espère vraiment que ce parcours vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le partager. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ta startup. Tu me transmettras toutes les infos, comme ça je peux les transmettre à mon tour. Sans problème. Merci infiniment. Et merci pour ton temps. C'est Et, cool. et puis, très belle journée. Alors moi, tu vois, je suis entourée de souffleurs de feuilles. Je suis ravie. Je ne comprends pas, hein, ça va. Moi, ça va. En tout cas, je te dis à très vite. Tiens-moi au courant pour l'avancée. Oui, avec grand plaisir, Marie-Astrid. En tout cas, merci infiniment à toi. Bah, grand plaisir. Bonne journée. Gros bisous. Bisous.